Le début de la fin. 28 septembre 2012, passé. Septembre. En règle générale, ce mois-ci représente le renouveau, à l'égal de celui de janvier, bien plus froid, enneigé, si ce n'est glacé. Les températures estivales et automnales s'affrontent dans une longue bataille, afin que l'été cède sa place, au même titre que les feuilles d'arbres qui jonchent le sol. Le ciel se couvre d'épais nuages et le mercure ne cesse de descendre sur les thermomètres. À noter qu'il s'agit d'une nouvelle année scolaire pour beaucoup d'enfants et adolescents, l'entrée à l'université ou leur départ pour d'autres, un nouvel emploi, tant de possibilités. Pour ma part, je n'avais jamais été très friande de cette période de l'année. Elle éveillait en ma personne un soupçon d'angoisse que je m'efforçais de dissimuler, détail que les autres attendaient de moi. Qui pouvaient être ces autres? Je songeais beaucoup à mes parents, mes professeurs, ma sœur, même si elle me comprenait en tant qu'individu. Il faut dire que j'avais mal débuté ma 2e année universitaire en cursus publicitaire. D'abord, mon dossier de réinscription s'était volatilisé et l'administration prenait un temps fou à comprendre que l'erreur provenait d'elle, au point que l'on exige que j'en renvoie un, par voie postale bien sûr. Tout cela avait retardé ma rentrée d'1 semaine. Quand bien même je conservais mes amis de l'année précédente, que je ne dusse pas intégrer des groupes déjà préconçus, ça ne me rassurait pas. Ce matin-là, le chaos régnait à la maison. Mes parents se hurlaient dessus, alors que je devais les regarder faire, sous peine de ramasser une gifle. Ce genre de scène se produisait rarement, malgré sa puissance phénoménale. Mon père agrippait ses cheveux courts, poivre et sel, afin de se maîtriser. Un contrôle qui reposait plus sur ses gestes que ses mots déjà cinglants, tandis que ma mère criait, tantôt en anglais, tantôt en portugais. Ma joue chauffait encore, rose depuis qu'une paume de main féminine s'y était heurtée quelques minutes plus tôt. Autant dire que ma relation avec ma mère n'était pas au beau fixe. L'idée que je puisse quitter le cocon familial la mettait dans un état second. Son emprise sur moi donnait naissance à une relation toxique qu'il fallait soigner avant que des séquelles m'imprègnent. « Laisse tomber, papa, je vais y aller, on en reparlera ce soir, quand tout le monde sera calmé, soupirai-je, exaspéré par la situation. » Les cris cessèrent et leurs regards se braquèrent sur moi. Je me levai de ma chaise, attrapai mon sac à main, puis me dirigeai vers l'entrée afin de m'emmitoufler dans une veste, une petite écharpe, et chausser mes bottines. Les deux m'avaient suivi sans perdre de temps. Ma mère me fusillait du regard, de ses orbes verts, recouverts d'un voile de colère. « Ne crois pas que tu échapperas à une sérieuse discussion, petite ingrate. » Je me contentais d'acquiescer pour lui faire plaisir, quand bien même je me fichais de ce qu'elle disait. J'avais besoin de respirer, de faire le point. Ingrate parce que je désirais obtenir mon indépendance. Je souhaitais en prendre possession à travers un petit travail en dehors de mes études et mon propre appartement, tout en les laissant payer mes études pour lesquelles je m'étais engagé. Cela faisait-il de moi une garce? Je ne pouvais m'empêcher de me remettre en question. Peut-être qu'elle avait raison, ou pas. Il fallait y réfléchir. De toute manière, notre relation ne cessait de se dégrader au fil des années. Nous étions bien trop différentes l'une de l'autre. « Tu veux que je conduise ?» proposa mon père d'un air désolé. Je secouai la tête, embrassai sa joue et lançai un dernier regard à ma mère par-dessus mon épaule. Je ne discernais que la forme de son visage renfrogné, encadré par sa chevelure noire ondulée. À ce soir, lorsque je quittai la maison, je respirai enfin. L'air frais s'engouffra dans mes poumons, jusqu'alors opprimés par cette atmosphère tendue et sauvage. J'inspirai, j'expirai. Je me décontractai peu à peu, puis me glissai derrière le volant de ma petite voiture, un cadeau de mes parents pour mon 18e anniversaire. Le moteur du véhicule vrombit et bientôt je roulais, focalisé sur la route, les mains serrées autour du volant en cuir. Mes jointures blanchissaient sous la pression que j'exerçais, tant je retenais mes larmes de colère de perler le long de mon visage, consciente que ce n'était pas le moment. Si je m'autorisais tout de suite cet instant de faiblesse, ma vision se brouillerait et je pourrais perdre le contrôle de mon véhicule. Je ne voulais pas mourir. Après m'être garé sur le parking du campus, avoir récupéré mes affaires, puis verrouillé mon véhicule, je me dirigeai vers ma prochaine salle de classe. Il s'agissait d'un cours en petit comité, juste une trentaine d'élèves. Ce matin-là, je devais juste assister à 3 exposés de groupe
ayant déjà passé le mien. Je m'assis à côté de Candace, une jolie blonde aux traits angéliques, reflétant la douceur de sa personnalité. Le regard qu'elle me lança trahissait sans doute la vision que je m'évertuais à refléter, celle où je tentais de convaincre ceux qui s'attarderaient sur mes traits que tout allait bien. J'y placardai un petit sourire. « Eh, Dahlia, tu n'as pas l'air en forme », commenta-t-elle en se pinçant les lèvres. Je me suis encore disputée avec ma mère, lui avouai-je dans un soupir. Si tu veux en parler, je suis là. Elle m'adressa un sourire réconfortant, puis passa sa main sur mon bras, qu'elle frotta avec tendresse, dans l'espoir de me remonter le moral. Je la remerciai mentalement pour le soutien qu'elle me portait. Elle en faisait autant que Flora, mon aînée. C'était à propos de l'appart et du job que j'ai trouvé. Elle n'a pas apprécié. J'ose pas imaginer quand elle découvrira que t'as un copain. C'est trop récent pour que je lui en parle, précisai-je avant d'être coupé par notre professeur. Ce dernier ordonna le silence et sur ce, je ne prononçai plus un seul mot jusqu'à la fin du cours. En revanche, à la moitié de la séance, mon regard fut attiré par une notification sur mon smartphone, un message de ma sœur. « Flora, je suis à la maison, on s'est loupé de peu. Dahlia, tant mieux, c'était la guerre avec maman. Flora, tu lui as dit ? Je vais faire au mieux pour la calmer, d'accord ? Dahlia, merci, t'es un ange, on se voit ce soir. » Cette fois-ci, quelques heures plus tard, je me retrouvais dans un amphithéâtre à moitié plein, condamné à dactylographier les paroles de notre professeur, passionné par la théorie de la publicité des années 1940, une période en proie aux dictatures, une décennie croustillante. Ce n'était pas mon mot, je reprenais simplement ces termes qui, parfois, m'arrachaient un sourire moqueur. À défaut d'être séparé de mes amis, faute d'avoir choisi différentes options, Monsieur Sanchez retenait toute mon attention. Le temps s'écoulait vite. Les portes du fond s'ouvrirent avec fracas. Les 70 étudiants présents, dont moi, se retournèrent pour apercevoir un jeune homme titubé, puis descendre les marches avec difficulté, pourtant épaisse et longue, conçue de manière à éviter toute chute. Sa peau pâle, grisâtre, provoqua en moi des frissons inexpliqués. Sa tête était baissée, impossible d'apercevoir son regard. Des mots franchissaient la barrière de ses lèvres sans que je puisse les déchiffrer. Il me semblait possédé. Il passa à côté de moi, continuant son chemin, avant de s'arrêter au milieu de l'immense pièce. « Jeune homme, la prochaine fois que vous arrivez en retard à un cours, je vous prie de vous montrer plus discret, » le réprimanda le quinquagénaire, assis à son bureau. Immobile, il ne réagit pas. Soudain, il se jeta sur la fille la plus proche. Elle hurla et se débattit, tandis que les incisives de l'assaillant se plantaient dans son cou. Le chaos. Tout le monde criait, tandis que des garçons les séparaient. La carotide arrachée, la rousse retomba au sol, baignant dans une mare de son propre sang. L'homme à la bouche couverte d'hémoglobine se jeta sur une nouvelle proie, un garçon, en tentant de le mordre à son tour. Les yeux rivés sur la scène, je me pétrifiai sur place, jusqu'à ce que je croise le regard de l'assassin. Des orbes gris clairs, quasi inexistants. Il poussait des bruits gutturaux effroyables. Je manquais de vomir mon repas du midi. L'angoisse montait en moi, s'infiltrait dans mes veines, à la diligence de la toxine botulique A. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains moites tremblaient. J'avais la sensation de vivre un cauchemar et pourtant, tout semblait bien trop réel pour que mon imagination me joue des tours. Aussitôt, je fourrai mes affaires dans mon sac et pris la fuite, comme tant d'autres. Tout le monde se bousculait pour quitter la pièce, tout comme Sanchez qui venait de déserter. Cette scène sortait tout droit d'un film d'horreur à la George A. Romero. La respiration haletante, je courais dans les couloirs de l'université, où d'autres tueurs attaquaient de nouveaux étudiants. Ils se faisaient dévorer de partout. Cou, jambes, bras, poitrine, abdomen. J'apercevais du coin de l'œil des organes. Le sang giclait sur les murs de l'établissement, glissait sur le carrelage, tandis qu'une foule d'étudiants, quittant les amphis, submergeait les corridors. Mon rythme cardiaque ne cessait de s'accélérer. Je craignais de faire un infarctus. Mes yeux s'humidifiaient face à ces épouvantables visions. Par miracle, je parvins à m'enfuir, sans une morsure ou la moindre agression, et cela malgré mes jambes flageolantes. Sans trop d'encombre, je parvins à regagner ma voiture, stationnée sur le parking. Je bloquai les portières de manière qu'aucune autre créature ne me rejoigne, et glissai ma clé dans le contact, d'une main tremulante, comme si j'avais Parkinson. Je me massai les yeux,
la gorge serrée, l'estomac noué. Je jetai un œil à mon reflet à travers le rétroviseur intérieur et remarquai que mes yeux marrons rougissaient sous les larmes que je retenais. Je pris une profonde inspiration et démarrai. Sur les lieux, un bouchon se formait d'ores et déjà. Sous la panique, nous fuyions tous. Nous n'avions jamais vu de telles horreurs. Qu'aurions-nous pu faire d'autre devant une telle menace? Je ne voulais pas mourir. Au sein des couloirs, je n'avais aperçu ni Candace, ni mes autres amis, et encore moins mon copain. Avait-il pu s'enfuir à temps? D'emblée, mes pensées s'orientèrent vers ma famille. Étaient-ils en sécurité? Il n'y avait qu'un moyen d'en avoir le cœur net. Mon rythme cardiaque ne s'apaisait pas, il gardait la même vive allure. Mes mains tremblaient, mon estomac se tordait, ma gorge se nouait, mon front se couvrait de sueur froide. Alors que je conduisais aussi vite que possible, malgré le fait que la circulation se densifiait, comme si le phénomène se répandait dans toute la ville, ou du moins une partie, je priais pour mes parents, pour Flora. La radio allumée, j'écoutais les informations des stations locales qui pourraient, de toute évidence, en apprendre davantage. La voix paniquée et pourtant modulée d'une journaliste attira mon attention. Concentré sur la route, seules quelques bribes de phrases remontaient à mes oreilles, assez pour accentuer la terreur qui m'assaillait. Cette épidémie s'est répandue plus vite que n'importe quelle autre maladie au cours de l'histoire moderne. On parle de cannibales, des cannibales qui, en attaquant les autres, les contaminent de leur folie. Comme des zombies. Les autorités gèrent le problème depuis hier. Des premiers patients ont été admis dans des hôpitaux. Les hôpitaux en sont saturés. Enfermez-vous à la maison et barricadez-vous, n'approchez surtout pas d'un infecté. Je manquais d'éclater de rire, nerveuse face à leurs propos, alors que les scènes dont j'avais été témoin se rejouaient dans mon esprit. Comment était-ce possible? Les zombies ou morts-vivants n'existaient que dans les œuvres de fiction, n'est-ce pas? Dans la BD, Kirkman dominait, à l'instar de Romero au cinéma. Je secouais la tête tandis que j'approchais de la maison. Je bénéficiais d'une sacrée chance, celle de vivre à quelques minutes en voiture du campus où j'étudiais. Je déchantais à la vue d'un barrage où des klaxons résonnaient, tandis que les conducteurs manifestaient leur mécontentement. Je n'étais qu'à une rue de mon domicile. J'ouvris ma portière, la peur au ventre, avant de me racler la gorge, les yeux rivés sur un quadragénaire hors de sa voiture, debout, aux bras croisés. « Excusez-moi. »« Ouais, petite ?» Ses yeux marrons me fixèrent, rougis par des larmes, tandis que son corps respirait l'impatience. De toute évidence, ce n'était pas à mon égard, mais à l'attention des policiers qui érigeaient le fameux barrage et nous astreignaient à une longue attente. « Vous savez ce qu'il se passe ? T'es pas au courant ? On dit que les cannibales tuent les gens et les contaminent, un peu à la façon de 28 jours plus tard, soupira-t-il en se massant les tempes. Bref, nous n'avons pas le droit de pénétrer dans le secteur, il y aurait des infectés. Ma mâchoire manqua de se décrocher. Comment mon quartier pouvait-il se trouver infecté quand ce matin, tout se passait si bien? En roulant, je n'avais pas aperçu de mort vivant tous les 10 mètres. Mais ce matin, tout allait bien, balbutiai-je, les larmes aux yeux. Désolé, il paraît que ça va très vite. Je vacillais sur mes jambes. Je me retins à ma voiture, mon seul moyen de ne pas m'effondrer. Je pris une profonde inspiration. Mon cœur tambourinait dans ma cage thoracique, responsable d'une douleur cardiaque inquiétante. Je ne savais pas si je subissais les répercussions de ma douleur émotionnelle, de mon tourment, ou si j'étais victime d'un infarctus. D'un revers de manche, j'essuyai mon front moite, puis remontai à bord de mon véhicule. J'effectuai une marche arrière et me garai devant une demeure qui n'était pas la mienne. En passant par les jardins, il ne verrait rien, n'est-ce pas? Je devais tenter. Et c'est ce que je fis, sans perdre de temps. Je m'immisçai dans chaque jardin, terrorisé, apercevant les restes d'un corps sur mon chemin. Le cœur au bord des lèvres, je réfrénais chaque nausée qui m'assaillait. À pas feutrés, silencieuse, discrète, je parvins jusqu'à mon jardin. La porte de la maison et les fenêtres étaient closes. D'une main tremblante, j'agrippai la poignée de la porte, l'accès direct à la cuisine, puis l'ouvris. Je jetai un œil autour de moi, rien à signaler. Je pénétrai dans la demeure et refermai l'issue derrière moi. Sur la pointe des pieds, j'avançai jusqu'à l'un des tiroirs, que j'ouvris sans le moindre bruit, afin de me saisir d'un couteau de cuisine, juste au cas où. Je déglutis avec peine, à cette pensée, cette éventualité où je devrais tuer une personne que j'aime. Cette simple idée me révulsait. J'en tremblais et je priais pour que ça n'arrive pas. Dans le couloir,
Je me dirigeai dans le salon, où des bruits de mastication résonnaient et hérissaient tous les poils de mon corps. Je me plaquai contre le mur, avançai d'une lenteur exécrable, puis, à l'encadrement de la porte, je penchai la tête sur le côté. La vue qui s'offrait à moi me donnait envie de vomir mes tripes. Mon cœur saignait, la tête tournait, les larmes perlaient le long de mes joues. Je retins un cri face au spectacle atroce qui se jouait devant moi. Mes parents se trouvaient penchés au-dessus du corps sans vie de ma sœur, la dévorant sans la moindre pitié. J'apercevais un morceau de ce qui semblerait être son intestin, entre leurs mains peintes de cet affreux liquide rouge, le portant à leur bouche pour le goûter. Une effluve de mort flottait dans l'air. Le visage exsangue de ma sœur indiquait que sa mort remontait à plus de 30 minutes, peut-être même 1 heure ou 2. Ses yeux verts, ouverts, drainés de vie, m'horripilaient et me serraient le cœur. Le sang éclaboussait même le haut de sa poitrine, son cou, tandis que quelques gouttes vermeilles constellaient sa mâchoire. Je me reculai davantage contre le mur. Le cadre en verre se fracassa au sol. Les 2 morts, mes parents, laissèrent Flora en paix. Ils se levèrent sur leurs jambes fléchies, peu solides, leurs visages barbouillés de sang, les yeux laiteux comme le zombie de l'amphi. Mon père tendit son bras dans ma direction. Il poussait des gémissements rauques, inhumains, en rythme. La gorge serrée, je courus en direction des escaliers que je grimpais à vive allure. À l'étage, je m'empressai de rejoindre le bureau de mon père, refermant la porte derrière moi, à clé. Je me précipitai à son bureau, tirai l'un des tiroirs vers moi, et un Glock se révéla. Sa dernière acquisition, en cas de problème. Je vérifiai le chargeur, il était plein. Je n'avais plus qu'à ôter son cran de sûreté. Des coups martelèrent la porte de la pièce, alors que je jetai un regard à la fenêtre. Elle permettait une vue dégagée sur l'allée en contrebas. Quelques cannibales erraient, à la recherche de chair fraîche. Les 2 autres continuaient à tambouriner contre la seule véritable issue, et lorsque je pivotai, je me rendis compte que j'étais cerné. Aucun moyen de m'échapper. Cette maudite planche en bois, retenue par de simples charnières, ne tiendrait pas longtemps. Nerveuse, la main tremblante, je levai le bras dans leur direction, ôtant le cran de sûreté. Les larmes continuaient de couler le long de mon visage, puis se nicher au creux de mon cou. Soudain, la porte s'ouvrit sur les 2 morts vivants. Oui, c'était le terme le plus approprié. Zombie possédait une connotation trop commerciale, irréelle même. Ils avançaient dans ma direction, penauds. Seul leur instinct primitif, se nourrir, subsistait. Partez, je vous en prie, partez. Je manquais de m'étouffer entre 2 pleurs. Ils ne s'arrêtaient pas. Ils voulaient me dévorer, comme Flora. Je ne voulais pas mourir. Des balles fendirent l'air. 2 d'entre elles se logèrent dans les murs, les autres dans les crânes de mes parents. Lorsque les corps s'effondrèrent au sol, je les imitai, me recroquevillant contre le mur, dans le coin le plus proche du bureau en bois, l'arme rivée vers l'entrée de la pièce. J'éclatai en sanglots, incontrôlables. Je désirais hurler à m'en arracher les cordes vocales. Mes pieds frappaient le sol de manière démente. Plusieurs heures plus tard, les secours débarquèrent, des hommes des forces spéciales pour éliminer les infectés de la zone et embarquer les survivants avec eux. Le regard perdu dans le vide, je m'étais laissé transporter, traumatisé, sans savoir ce que l'avenir me réservait.